Chers téléspectateurs de Canal Éducation, nous sommes heureux de vous retrouver pour discuter aujourd'hui d'une question cruciale parce que ça touche une période, j'allais dire, une séquence historique importante dans la vie de la colonie du Sénégal. Cette période est comprise entre 1872 et 1916. Nous allons donc dans cette séquence voir le rôle et la place des métis dans la vie politique de la colonie du Sénégal. Nous avons comme invité Madame Hilary Jones. Madame Hilary Jones est historienne de l'Afrique et de sa diaspora. Elle est membre du département d'histoire et du programme d'études afro-américaines et americana à Kentucky, à l'université de Kentucky. Elle est l'auteure de The Métis of Senegal, Human Life and Political Influence West Africa. Elle a publié des essais sur les métis du Sénégal et la politique électorale dans les 4 communes, dans le Journal of African History et the International Journal of African Historical Studies. Ses recherches sur la mission protestante de Saint-Louis au Sénégal, en tant que refuge pour les anciens esclaves à la fin du XIXe siècle, ont été aussi publiées dans le journal Slavery and Abolition. Elle a contribué à cet ouvrage collectif, dont un essai sur dans Black French Women and Struggle of Equality, récemment traduit sous le titre Femmes originaires et vie politique dans les 4 communes du Sénégal, sous le titre Marianne est aussi noire. C'était la provocation probablement. Lutte occultée pour l'égalité. Son étude de l'histoire du Sénégal a débuté lorsqu'elle a participé au programme d'études à l'étranger de Kalamazoo à l'université Cheikh Anta Diop et au cours de l'année universitaire 1991-1992. Bonjour Madame Hilary Jones. Merci Monsieur Bey, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui comme invité, mais avant de démarrer, c'est quoi le programme Kalamazoo? C'est un plaisir d'être avec vous. Nangendi Def, à vos spectateurs. Très bien. Le programme de Kalamazoo, c'était à l'époque, c'est-à-dire qu'il a duré jusqu'à 2018, je crois. Et ils ont commencé au Sénégal dans les années 1980. Donc, c'était un programme pour les étudiants américains qui voulaient étudier à l'étranger et qui a eu envie d'aller en Afrique, de visiter les pays, peut-être qu'à ce moment-là, ce n'était pas quelque chose de très connu pour les Américains. Et en 91, 92, j'ai fait le programme de Kalamazoo ici à Dakar, où nous avons inscrit directement à l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons suivi les cours de Wolof au centre Baobab, dans le CICAP Baobab, avec un programme qui s'appelait ACI maintenant, mais c'est connu par le nom Baobab Center, au centre Baobab. Et c'était vraiment en ce moment-là que j'ai commencé à avoir des idées sur le passé du Sénégal, le passé de l'Afrique occidentale française et la curiosité de ce que ça peut nous donner comme une fonds de recherche sur les questions de le Sénégal et leur rapport, les Sénégalais et le rapport entre la France et le croisement d'un pays comme le Sénégal qui est lié par la voie du Sahara, excusez-moi, la Mauritanie, le Maroc, Afrique du Nord, autant qu'on a cette voie vers l'Atlantique. Et ce croisement m'intéressait beaucoup. Et c'était à cause de ce programme que j'ai fait la connaissance. En fait, j'étais formée, je veux dire que j'étais formée par les professeurs Penda Mbow à l'université Cheikh Anta Diop,
le professeur Boubacar Bari, Mamadou Diouf, Ibrahima Thioub, donc je parle des noms que vous connaissez bien sûr, Dioga Mbenga, Ousseynou Faye, même Ibra Der Cham, il a enseigné des cours en ce moment-là. Et à part de l'histoire, j'ai pris des cours dans les matières de langue française, de la littérature française, avec Madame Sylvia Ba, une américaine qui m'a beaucoup influencée, qui enseignait à le département du français à l'université Cheikh Anta Diop en ce moment-là. Et c'est comme ça que vous êtes donc venu au Sénégal, ensuite vous avez pris goût à la recherche pour connaître un peu ce Sénégal au croisement du Sahara et de l'Atlantique. Et tout cela, donc, finalement, ça vous a mené à votre livre que j'ai cité tout à l'heure, oui. Les métis du Sénégal. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier donc une période importante, comme je l'ai dit, 1872-1916, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de votre champ de recherche. Et dans cette séquence-là, donc, nous allons surtout étudier alors le rôle la place et le rôle des métis dans cette séquence historique. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir justement alors sur la période 1872-1916 dans l'histoire politique du Sénégal et surtout au niveau des 4 communes? Il est important à dire tout d'abord que la fin du 19e siècle, même le début du 20e siècle, c'était une période de violence, de chaos, d'extrême transformation, des changements. Certainement ici, on peut dire au Sénégal, dans la Sénégambie, mais dans plusieurs régions de l'Afrique. C'est une période de bouleversement. En fait, nous avons les écrivains, je pense, le roman Aventure ambiguë, où nous avons cette conversation, cette problématique entre la famille de la Linguère, la famille de Wallo, qui voulait décider est-ce qu'on va vers les écoles françaises ou non. Est-ce qu'il faut envoyer un de nos nobles dans ce domaine? Et donc, si on prend, c'est un exemple qui vient d'un roman, mais d'une expérience qui certainement était vécue parmi plusieurs familles, plusieurs autorités dans la situation où les nobles, les autorités traditionnelles avaient décidé en quelle direction ils peuvent y aller. Quand je pense de la plan politique, je pense certainement du fait que les autorités traditionnelles ont commencé d'être supprimées par l'émergence des autorités musulmanes, les autorités dans les ordres comme les Tidjani, les Mourides, etc., qui ont gagné un vrai sens de pouvoir dans le terrain. En même temps, on voit que les Français ou les Européens, on peut dire, parce que les Anglais étaient jusqu'au sud, à la frontière de la Gambie. Donc, c'est-à-dire que les Anglais, par la côté atlantique, étaient en train de aller plus loin dans le terrain, dans le territoire. Ils ont avancé dans les pays jusqu'à la frontière du ce qu'on dit le Mali aujourd'hui, par exemple, par les dernières 2 décennies du 19e siècle. Et il y avait cette confrontation entre ces autorités, leur pouvoir, et qui peut se battre pour le pouvoir en ce moment. Et il faut dire qu'en même temps, les Français ont élaboré sur le plan de l'impérialisme. Le fait que la marché de l'arachide a commencé vers les années 1850, mais en 1870, il y avait une véritable impôt-expo
en fait, il y avait une véritable expo du bazin arachidier et le gouvernement français a aidé ces commerçants, l'industrie française, par créer les chemins de fer, les bonnes routes où on peut évacuer les arachides et les autres produits, mais surtout les arachides, de l'intérieur à l'extérieur. Et ça a créé une situation où on a vu moins et moins le rôle des traitants, des commerçants sénégalais, africains, comme intermédiaires. L'introduction, par exemple, des agents de ces sociétés, les Libano-Syriens, ça a commencé dans cette période jusqu'après la Première Guerre mondiale, mais dans un vrai sens après la Première Guerre mondiale. Économiquement, politiquement et dans le plan social, il y avait tous ces changements et une mobilité africaine qui était très important à ce moment. Et au niveau des 4 communes, comment ça se manifestait? Au niveau des 4 communes, ce qui se distingue le Sénégal au temps colonial des autres colonies dans l'Afrique occidentale française, c'est qu'au Sénégal, dans la période de la Troisième République, 1871, 13, dans cette période-là, il y avait la réglementation de Troisième République qui ont établi les mêmes institutions électorales, les mêmes lois, la réglementation même des taux et des coutumes qu'on a eu dans la métropole en France, dans les colonies du Sénégal. Dans la colonie du Sénégal. Et c'est-à-dire que le fait que la Troisième République a essayé de créer un espace de la réglementation de la loi française dans les 4 communes, ils ont créé un système, un dual system, c'est-à-dire avec une partie qui était pour les gens qui ont la résidence dans les 4 communes, les originaires, les adultes, normalement les gens qui ont des propriétés, qui peuvent avoir certains privilèges dans le système électoral, qui ont eu les cours de justice dans la même manière que la France, mais un système où la vaste majorité de la population qui était au dehors des 4 communes a vécu sur le mandat, sur le bureau des affaires politiques, qui ne respectaient pas les lois françaises, qui n'ont pas eu besoin de respecter les lois françaises et qui ont imposé leurs propres politiques dans la région qui était au dehors de la loi française. Donc, il y avait les 4 communes, ce qu'on appelle un peu le pays sous protectorat. Oui. Donc, ils n'étaient pas du tout concernés par cette vitalité politique-là et démocratique, oui. parce que simplement n'étant pas considérés comme citoyens français. Oui. Très bien. Donc, dans les 4 communes, donc, il y avait donc cet aspect-là, ce bouillonnement, en quoi cette vitalité-là. Oui. Parce que c'était les mêmes lois qui étaient appliquées ici, aussi au Sénégal, comme en France, au niveau des 4 communes. Mais pourquoi cette période est particulièrement aussi importante pour comprendre l'histoire des 4 communes, Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque, et la colonisation française au Sénégal de manière générale? Pourquoi cette période-là, elle est particulière? Oui, c'est une bonne question et ça donne des précisions aussi. La raison pour laquelle il est important à bien saisir ce qui était du 4 communes dans cette période-là est que avec les institutions électoraux, ou on peut dire les institutions électoraux, je veux préciser quelque chose, et ça c'est que la Troisième République a établi une assemblée municipale pour chaque des 4 communes, une assemblée
général, ou ce qu'on s'est appelé à l'époque le Conseil général, qui existait depuis 1830. Et c'était le fait que il y avait, dans 1830, après le royaume de Juillet, mandat, un décret de la France en disant que ceux qui sont les habitants des 4 communes, à l'époque, ce n'était pas les 4 communes, Saint-Louis et Gorée. Absolument. Oui. Pour les adultes de 18 ans plus, les propriétaires, ils ont eu le droit à voter dans les élections pour les municipales. Pour le Conseil général. Le Conseil général. Oui. Et la Troisième République a utilisé, ou les originaires, je veux dire, les originaires, des 4 communes. Oui, ils ont utilisé ce décret en disant que le droit des électeurs, ça appartient à nous. Et ça, c'était la base où ils ont milité pour les droits des citoyens. Donc, c'était toujours une question de qui est une citoyenne, qui n'est pas une citoyenne. Et les Français, et surtout les administrateurs, ont eu une mentalité où s'il y avait les qualités françaises, on est français. Si vous êtes dans les 4 communes, aux Troisième République, et vous avez les qualités françaises, on peut discuter ce qui c'est de cette qualité tout à l'heure. Donc, on a le droit de citoyenneté. Mais c'était toujours un débat, c'était une contestation. Et ce qu'on voit dans cette période de 1871 et après, c'est qu'il y avait certains entre eux, surtout la population métisse et les Français, qui ont monopolisé ces institutions politiques. Mais ça a donné le fait que la population, les originaires des 4 communes, ont utilisé leur pouvoir comme électeurs dans ce moment-là, et les Français et les Métis ont eu besoin de eux pour avoir les résultats à justifier leur candidature. Je vois. Donc, en tout cas, les autochtones, comme on dit, les originaires de ces 4 communes, ont pu, n'est-ce pas, à partir de ce que la loi leur offrait, alors j'ai mené des luttes pour avoir les mêmes droits que les autres, c'est-à-dire les Métis et les Français. Parce que de toutes les façons, eux, ils avaient même besoin d'eux parce que c'est eux qui devaient voter. C'est ça. Donc déjà, ça, c'est un acquis majeur. Au niveau, n'est-ce pas, d'abord de Saint-Louis-Gorée, ensuite, finalement, Rufisque et Dakar. Maintenant, quelles sont les grandes transformations politiques observées au Sénégal, notamment dans les 4 communes? Vous voyez, donc, il y a eu la naissance des électeurs, ils ont maintenant acquis le droit de vote. Ensuite, quelle est la suite? D'accord. Oui, quelle est la suite? Bref, avec ces lois, en ce qui concerne le Conseil général, la Troisième République a donné une autorisation au Conseil général, aux membres du Conseil général, les membres de l'Assemblée, à voter et décider sur une partie des dépenses coloniaux. Et en anglais, on a une expression, if you hold the purse strings, you have power. Si tu as le droit de faire les décisions sur le financement d'une administration, tu as du pouvoir. Absolument. Et ça a donné un niveau de pouvoir à ceux qui ont eu la monopolie des sièges dans la Conseil général. Donc ça, c'était un fait qui était énormément important. Deuxièmement, le fait qu'il y avait ces lois, un conseil municipal, c'est-à-dire que chaque commune a eu le droit d'organiser leurs électeurs pour choisir le leader, la personne avec qui ils voulaient parler de leur part. Absolument. Au niveau administratif. Et ça permet certaines familles d'avoir
si on peut dire, les supporters dans certains quartiers, parmi la population des 4 communes. La troisième chose que je voudrais dire ici sur ce plan politique est qu'avec les réformes de Troisième République, c'était toujours le cas qu'il y avait les Métis et les Français de Saint-Louis et du Gorée qui ont donné leurs avis dans un conseil au gouverneur du Sénégal. Parce qu'il faut dire que les gouverneurs sont venus au Sénégal, ils ont resté 1 an, 2 ans, 3 ans. Faidherbe a resté plus long que ça, mais en général, ils n'étaient pas ici pour longtemps. Oui. Et ils ont eu besoin de conseils des gens qui ont resté dans le pays. Donc il y a des conseils parmi ces hommes-là, voilà. Ces leaders-là. Oui. Les gouverneurs ont compté sur les Français ou les Métis pour leur avis. Mais avec les réformes de Troisième République, on voit aussi que le maire a eu un certain niveau de pouvoir, un certain niveau d'influence avec le gouverneur et que ça a donné la population, surtout les élites, mais la population a revendiqué leurs idées au niveau de l'administration coloniale. Absolument. Donc il y a un cas au niveau politique, alors une revendication de plus en plus marquée de ces leaders-là pour réclamer leurs droits. Maintenant, est-ce qu'on peut passer un peu, très rapidement, sur les changements sociaux de manière générale? Qu'est-ce que tout cela a entraîné comme changements sociaux? Au Sénégal. Au Sénégal, et notamment aussi dans les 4 communes, parce que je crois que le focus aussi, c'est sur les 4 communes. D'accord, OK. D'abord au Sénégal, ensuite sur les 4 communes. Oui, d'accord. Au Sénégal, ce qu'on voit plus globalement dit, il y a l'historien David Robinson, avec qui j'ai travaillé avec mon thèse. Il a écrit dans un de ses livres, Paths of Accommodation, que ce qu'on voit dans le plan social au fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'était une façon à faire les liens d'accommodation. Il faut comprendre que dans cette période-là, il y avait la période de conquête qui était violente. C'est ça que je voudrais dire. Il y avait soit les soldats français avec des tirailleurs sénégalais qui ont détruit les villages, par exemple, tué. Et il faut dire aussi que c'est une période, maintenant les historiens disent que c'est une période de post-emancipation, ou après l'abolition, parce que les Français ont aboli entre guillemets, l'esclavage en 1848. Cette règle, cette loi, il y avait l'application aux Antilles, mais aussi pour les 4 communes. Mais les Français étaient très réticents, ils traînaient les pieds. Exact, ils ont hésité pour vraiment parler de la fin de l'esclavage. Mais c'est-à-dire qu'il y avait les gens qui étaient recrutés parmi les tirailleurs sénégalais d'être les soldats. Absolument. Et en plus, il y avait les autres qui ont quitté là où ils étaient, par exemple, pendant cette période de l'esclavage, et ils ont cherché les villages de liberté. Ils ont créé leur propre village de liberté. Dans ces bouleversements, on a les gens qui ont allé ici par droit. On a aussi le fait qu'avec l'émergence des ordres soufis, il y avait des migrations, le fait qu'il y avait des gens qui ont quitté leur village pour aller quelque part d'autre. Donc, au Sénégal, il y avait cet changement. Il y avait aussi les commerçants et traitantes qui ont eu une position intermédiaire, surtout les traitants originaires de Saint-Louis. Il y avait quelques-uns qui sont des métis, mais les Africains noirs
qui étaient les vrais intermédiaires pour le commerce entre la France et l'Afrique. Et au fur et à mesure, dans cette période-là, cette traite a diminué et on voit que le rôle que les intermédiaires, les commerçants africains ont joué a diminué d'un certain niveau jusqu'aux années 1920. Très bien. Voilà, donc nous allons aborder alors votre livre, Les métis du Sénégal. Vous abordez donc le terme métis. Mais le terme métis renvoie-t-il seulement à une réalité biologique ou vous avez tenté aussi de lui donner une position sociale et politique? Qu'en est-il réellement du mot métis? Dans mes études, je l'aborde, je vois que les métis de cette période-là, c'était le métissage, je veux dire. Le métissage était une réalité socio-économique, surtout d'une émergence d'une bourgeoisie française, si on peut dire. C'est un mot assez compliqué, mais on peut dire que c'est une moyenne classe. Mais en même temps, il y a une fait biologique. Et ça, on ne peut pas ignorer. Cette question-là apporte sur le fait que l'histoire du 19e siècle, l'histoire du 18e siècle, c'était une histoire de rencontres, surtout dans la période où on a les Européens qui ont quitté leur continent pour chercher dans le monde et pour traverser l'Atlantique et s'installer dans les ports. Quel port important? De Cape Town en Afrique du Sud à Saint-Louis du Sénégal. Le fait de cette rencontre, il y avait les liaisons qui ont créé une population qui était mélangée. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'au 19e siècle, il y avait les explications biologiquement dites. Mais vraiment, on parle de l'idée d'une construction, une idée sociale, une idée culturelle de ce qui est du métissage. Donc c'est à la fois biologique, oui. Ça c'est un fait indéniable, mais en même temps aussi ça renvoie à une réalité alors sociale et politique. Oui. Donc une sorte d'élite quoi. Et pour le Sénégal, en cette période-là, il faut insister sur les questions socio-économiques et politiques. Très bien. Et je crois que d'ailleurs les Signares, qui historiquement est une catégorie historique précise, entrent, je crois, dans ce plan, n'est-ce pas, les Signares. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un peu? Oui, bien sûr. Quand j'ai fait ma recherche sur le terrain à Saint-Louis pour le livre, il y avait une dame qui a dit quelque chose de très fascinant, qui m'a frappée et avec qui je reviens souvent. Elle a dit que c'est vrai que dans cette histoire-là, on parle de ces grands noms des hommes français ou des hommes métis, pas français, mais les hommes sénégalais métis. Mais rarement est-ce qu'on parle des noms exacts de Signares. On a une catégorie des Signares, mais qui sont ces femmes-là? Absolument. Oui. Et dans le récit historique, dans notre documentation, il y a certains noms qui sortent, une Cathy Wilcox ici, les Signares de Gorée là-bas, mais en général, on parle de Signares comme une catégorie et pas de leur personnalité eux-mêmes, si vous voulez dire. Il y a les chercheurs qui travaillent sur cette question-là et ils ont abordé énormément de choses sur cette question. Mais les Signares ont joué un rôle très important parce que c'était elles qui étaient les fondatrices des maisons métisses. Ils étaient très actifs dans les alliances matrimoniales. Oui. Et ils ont venu des familles qui... bon, ça dépend, nous n'avons pas une vue complète, globale, mais on peut dire qu'ils sont venus des familles qui ont insisté d'un mariage à la mode du pays,
qui a correspondu à les idées Wolof, surtout les idées Wolof dans un endroit comme Saint-Louis, Sénégal, et qui voulait que les enfants de ces unions suivis avec le nom de leur père. Absolument. Vous voyez. Donc, je vois un peu. Donc, je crois que, comme on a dit, hein, on va revenir prochainement sur les signares, les métis, les créoles, parce que là aussi, leur histoire, alors les grandes migrations qu'ils ont amenées au Sénégal depuis le Cap-Vert, je crois que tout ça aussi c'est important à savoir parce que toutes ces catégories vont jouer un rôle important. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous focalisons un peu, beaucoup plus sur les métis que sur ces autres catégories-là. Mais vous nous promettez, en tout cas prochainement, lors d'un séjour au Sénégal, d'y revenir. Très bien. Maintenant, quelles sont les familles métisses dans le Sénégal colonial? Les familles métisses. Qui sont les familles métisses dans le Sénégal colonial? OK. Quand je parle des familles métisses du Sénégal colonial, je parle des noms comme D'Erneville, Crespin, Desmé, Foy, Guillaume Foy et sa famille, Carpeau, il y en a plusieurs, Devez, bien sûr, Devez. Mais il y a les noms anglais parmi eux aussi, les Patterson, les Dodds, par exemple. Et la raison pour laquelle est qu'il y avait les périodes où les Anglais ont eu le contrôle sur Gorée et Saint-Louis. Ils ont échangé avec le Français pendant le XVIIIe siècle et jusqu'aux périodes de Napoléon. Ces familles. Et il faut dire aussi que cet métissage, c'est le fait que le rencontre parmi les signares et les Européens, surtout les administrateurs des compagnies, parce qu'à l'époque, c'était les compagnies françaises qui ont eu une monopolie sur la traite. Absolument. Donc, les administrateurs de compagnie, les soldats, si on veut dire, les commerçants aussi, bien sûr, les commerçants français ou anglais. Cette rencontre-là, ils ont produit les familles métisses, mais on peut tracer ces familles, si on commence au sud, de Sierra Leone jusqu'à la frontière avec le Guinée, Guinée-Bissau, en allant en Gambie, à Gorée, à Rufisque, Joal, jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Donc, sur tout le plan de la côte, il y a cet événement où on a ces familles qui étaient en lien entre le commerce de l'Atlantique et les pays de l'intérieur de l'Afrique. Et qui étaient où les rapports intimes avec les deux côtés. Donc, vous êtes en train donc, de nous dire, en tout cas, de nous retracer historiquement comment ces familles métisses sont nées. Oui. Donc, de la Sierra Leone, des côtes sierra-léonaises, n'est-ce pas, en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, Gorée jusqu'à Saint-Louis. Donc, on était un peu sur les comptoirs, quoi. Exactement, sur les comptoirs. Et ça existait en Afrique centrale, parmi les Portugais, sur ce qui est aujourd'hui le Ghana, le Gold Coast, parmi les Anglais. Donc, ce n'était pas simplement un phénomène sénégalais. Et jusqu'au Cap-Vert, hein, on parle de la créolité, ça c'est pour une autre discussion. Mais la créolité qu'on voit au Cap-Vert, ça a commencé au XVIIe siècle avec cette rencontre. Très bien. Donc, véritablement, historiquement, donc, on a un peu un début de réponse de comment sont nées alors ces familles métisses tout au long, n'est-ce pas, des côtes africaines avec les comptoirs, etc., le commerce, n'est-ce pas, les ports qui prennent un peu de l'essor, avec, n'est-ce pas, les cultures arachidières au Sénégal, etc. Donc, historiquement, c'est comme ça que sont nées ces familles métisses. Mais quel était aussi leur statut social dans la société coloniale? D'accord. Et quand on parle de leur statut social aux périodes coloniales, je veux préciser que je parle ici du 1850 jusqu'au XXe siècle. Okay.
En ce cas-là, ce qu'on voit est que eux, ils ont eu un certain privilège par rapport des Français. Le fait qu'ils ont suivi l'éducation française, ça les a donné une base d'information sur la France. À l'époque, c'était normal, c'était connu que les pères de ces familles, soit ils ont engagé un instructeur ou ils ont envoyé leurs enfants d'ailleurs pour avoir une éducation dans les écoles françaises. Donc c'est ça, il y a l'éducation dans les écoles françaises. Et il y a aussi le fait que la plupart ont suivi la religion de catholicisme, même quand il n'y avait pas une présence permanente d'une mission au Sénégal. Mais quand les spiritains, les frères Prolemel, Anne-Marie Javoué, qui était la fondatrice d'une mission des sœurs qui ont établi les hôpitaux, les orphelinats et les écoles pour ces jeunes filles des familles métisses. On voit une formation de ces gens dans la société, dans un niveau de la société d'une bourgeoisie française, si on peut dire. Très bien. Et donc, pour eux, je veux juste dire un mot en disant que pour eux, ils ont eu un certain intérêt dans le commerce et la propriété. Et avec ça, ils ont utilisé leurs liens dans le pays à créer leurs propres entreprises. Très bien. Maintenant, quel lien entretenaient-elles avec le commerce, l'administration et les élites locales, ces familles métisses? Le lien avec le commerce, l'administration et les familles métisses. Les élites locales. Les familles locales. Tout d'abord, les métis ont eu les maisons de commerce eux-mêmes, surtout dans la période de la traite de la gomme. Et puis, ils ont ajusté, ils ont rédigéré leur entreprise à la bassin arachidière. Dans le bassin arachidier, avec la culture de l'arachide. Exactement ça. Et donc, on voit dans la période qui nous concerne qu'eux, ils étaient dans une position où quelques-uns ont même quitté Saint-Louis pour s'installer dans les régions comme Sokone, par exemple, dans le Sine Saloum. Il y avait Guinéen. Exactement. Il y avait les autres qui ont eu les intérêts à Fatick, à Podor, dans le fleuve, dans la bassin de fleuve, tu vois. En Casamance, à Ziguinchor. Il y avait quelques-uns en Casamance, il y avait plutôt les autres qui sont... les créoles. Les créoles qui ont allé de Casamance au nord. Très bien. Mais les Devez, par exemple, ont eu des intérêts de Mauritanie jusqu'à Sierra Leone. Donc c'est un territoire assez large. Il y avait aussi les traitants saint-louisiennes qui ont utilisé leur pouvoir d'aller plus loin dans la traite aussi, après 1850, si on peut dire. Jusqu'à Caille. Jusqu'à Caille, exactement. Et après, ils ont suivi le chemin de fer et ils sont installés là où il y avait les comptoirs. Commerciaux. Oui, exactement. Les grands bateaux, les bateaux fluviales. Oui. Et tout les ça. ports en général. Quoi. Oui, c'est eux qui ont vraiment facilité le commerce. Très bien. À travers, n'est-ce pas, les ports, les gares, parce qu'il y avait encore une vitalité du chemin de fer avec la culture arachidière. Au niveau de l'administration, quelle a été leur influence? Et au niveau de l'administration, il y avait certains d'entre eux, soit originaires ou métis, qui ont écrit, par exemple, les lettres
de remonstrance pour les travailleurs à Rufisque, dans les centres administratifs à l'intérieur. Ils ont exprimé les problèmes, les remontrances de la population au niveau de l'administration. Et il faut dire aussi, je veux dire une chose, et c'est-à-dire qu'il y a certains cas où il y avait les abus de pouvoir de la part des Français, des officiers français. Absolument. Et c'était les gens de quatre communes et certaines entre des familles métisses qui ont intervenu, qui ont pris le cas de ces abus de pouvoir, le cas d'abus de pouvoir, au un autre niveau, même des fois en France. Très bien. Donc, ils ont beaucoup joué, en tout cas, à l'éveil des consciences, à la défense des intérêts alors de ces populations-là. Oui. Et maintenant, si on revient maintenant sur leur rôle, quelles ont été donc les grandes familles métisses qui ont le plus pesé sur la vie politique alors et sociale du Sénégal entre 1812, notre période-là, 1916, et quels moyens ont-elles exercé, alors par quels moyens ont-elles exercé cette influence? Et quel est surtout le lien avec les signares de la Sénégambie? Ah, d'accord. Les familles les plus influentes. Oui, d'accord. OK. L'idée de la signare n'était jamais laissée à côté. Donc, c'est-à-dire que les coutumes, ce qu'ils ont enseigné aux jeunes, ça a continué. Mais le fait d'être le signare avec qui on a eu une grande maison avec le pouvoir, ça a changé dans cette époque-là. Les filles de ces maisons, des fois, ils s'est mariés entre les autres familles métisses. Et donc ce qu'on voit est qu'il y avait le mariage entre cette communauté. Il y a aussi le cas que cette population s'est mariée avec les Antillaises, par exemple, avec les autres métis dans la côte littorale de l'Afrique occidentale. Pas simplement dans le Sénégal, mais on voit que ces familles étaient liées à l'un l'autre dans cette époque-là. Ça, c'est la question des signares. L'autre question dont tu m'as demandé, c'était que... Les familles métisses les plus influentes. Oui, les plus influentes. Au niveau de la plan électoral, les regroupements des électeurs, dans la période où il y avait vraiment une concurrence entre les familles métisses dans ces institutions électorales, c'était ceux qui ont soutenu la famille, qui ont soutenu Louis Desmé, qui était à un moment donné, il a travaillé dans le bureau du gouverneur Faidherbe, mais il avait son propre entreprise, il avait les rapports avec les familles comme les gens comme François Capot, par exemple, et les autres, les Derneville aussi, et donc les Desmé d'un côté, et de l'autre côté, les électeurs de la famille Devez, ou je veux préciser, de Gaspard Devez, qui était une ancienne maire de Saint-Louis, qui était un conseiller au gouverneur Brière de Lille, qui était... Lui et la famille Desmé a intervenu avec la politique de Cajour pendant la période de la construction du chemin de fer. Absolument. Oui, dans le territoire. Très bien. Maintenant, donc, il y a la famille, donc, vous avez dit Deves. Et qu'en est-il, n'est-ce pas, de la famille Crespin et de la famille, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des familles comme ça? Je ne sais pas, à part les Crespin, vous avez les Derneville, vous avez donc des Semer, vous avez Guillabert, etc. Valentin, etc. Parce qu'il y a durant Barthélemy Valentin, etc. Bancal. Très bien. Donc, si on regarde de près,
il y a eu donc plusieurs familles influentes. Oui. Mais parmi ces familles influentes, vous avez cité tout à l'heure Devès. Nous allons y revenir tout à l'heure, Gaspard Devès, pour voir quel a été son rôle, etc. Alors maintenant, comment, n'est-ce pas, tous ces leaders politiques-là, alors ont-ils agi? Dans quel parti politique Brita militait-il? Pour eux, dans la période où ils étaient vraiment influents sur le plan électoral, il y a les historiens qui voulaient dire qu'il y avait un côté qui était plus conservateur, un côté qui était plus libéral, si on peut dire. Mais c'est une explication assez facile. Et c'est-à-dire qu'il y avait un moment où les intérêts étaient convergés et les autres moments où ils étaient à part de l'un de l'autre. Absolument. Certains des fils de ces messieurs sont devenus des avocats et donc ils étaient formés dans les lois françaises, des fois même plus que les administrateurs français. Absolument. Absolument. Ils ont connu leurs droits et ce qu'ils pouvaient faire avec cette information. Donc ils ont milité dans le cadre des Devès. Ils ont eu la tendance de militer plus sur le côté des pêcheurs de Guet-Ndar, des travailleurs dans le bassin arachidier. Il y avait un qui a aidé les travailleurs dans le chemin de fer à Rufisque, tu vois. Donc ils étaient un peu plus sur ce côté-là avec Jean-Jacques Crespin, un de leurs partenariats. Très bien. Bien, donc ils ont en quoi dû aider, alors leur militantisme en quoi se lisait un peu sur plusieurs fronts. Il y a qui aidaient les cheminots, d'autres qui étaient avec les travailleurs, n'est-ce pas, les ouvriers agricoles, d'autres étaient certainement aussi dans d'autres secteurs. Et il faut dire aussi que au niveau de leur position de pouvoir, ils ont eu les rapports avec les grands chefs, les grands notables de Mauritanie, dans la région de Fouta, dans les pays Olaf, tu vois. Eux aussi, ils étaient un peu les intermédiaires. Très bien. Mais dans votre ouvrage, vous avez mis en avant le rôle de Gaspard Devès, vous l'avez tout à l'heure dit, mais qui est-il? Alors, quel gouverneur a-t-il conseillé? Vous avez tout à l'heure l'île de Brière, je crois. Pourquoi a-t-il joué un rôle aussi important dans la vie politique de Saint-Louis et les transformations politiques et économiques de la Sénégambie de manière générale? C'est Gaspard Devès. Qui était-il? Oui, Gaspard Devès. Lui, il était le fils de Bruno Devès et d'une Kumbel Airoka, donc une femme de souche Peul. Et elle s'est appelée à Saint-Louis Sylvie Bruno pour distinguer son rôle en créant cette famille. Et Gaspard Devès, dans son premier mariage, il s'est marié entre les grandes familles métisses. Dans le deuxième mariage, parce que sa femme, elle est décédée très tôt, dans le deuxième mariage, lui, il s'est marié une femme de Guet-Ndar. Et cette femme de Guet-Ndar, Fatma Daba Daguisseri, dite Madeleine Tamba Diop, elle a donné elle a enraciné la famille Devès parmi les Guet-Ndariens. Et donc, pour Gaspard Devès, lui, il a eu une entreprise, une maison de commerce qui était très connue, qui a eu les intérêts dans soit les arachides, la gomme, les textiles, dans plusieurs domaines, trop nombreuses. Donc, il avait des activités très variées. Oui, très variées. Et il a utilisé son pouvoir économique pour influencer le plan politique. Et c'est la raison pour laquelle, lui, il était parmi eux qui ont négocié avec la Dior et les autres pendant la période de la conquête de Cayor, la construction de Cayor,
de la construction du chemin de fer dans la région là. Il faut dire aussi que les familles comme les Devèze ils ont fait partie du commerce que maintenant, à notre époque maintenant, on voit que ce n'était pas quelque chose du bien. Par exemple, le recrutement des ouvrières à construire le chemin de fer en Afrique centrale. Right? Donc, il faut dire la vérité que ça existait aussi. Mais Gaspard Devèze, il est devenu maire de Saint-Louis et il a gagné une réputation pour son scrutin des électeurs. Et la raison pour laquelle il est très, très intéressant dans cette période-là est parce qu'il y avait certains officiers, certaines autorités français qui ont décidé que lui, il était un problème pour eux. Et ils ont dans la collaboration, il y a maintenant la méfiance. Oui, exactement ça. Ils ont méfié de lui. Ils se sont méfiés de lui. Et de la famille. Des fils de ce Gaspard Devèze, Justin, Hyacinthe, François, qui ont continué avec son affaire. Et Justin est devenu maire de Saint-Louis en 1916, je crois. Lui, il était quelqu'un que l'administration ne voulait pas... Craignait un peu. Exactement. À cause de son influence. À cause de son influence, il a essayé d'intégrer les écoles à Saint-Louis du Sénégal et les autorités n'aimaient pas ça. N'aimaient pas ça. Donc, il était... Et donc, à cause de ça, on a vu très peu de lui dans l'histoire de la politique moderne du Sénégal. Nous allons y revenir dans le récit national, comment ces gens-là sont un peu, en quelque sorte, oubliés. Maintenant, en 1912, très rapidement, Ngalandou Diouf fonde, n'est-ce pas, les jeunes Sénégalais. En 1916, Blaise Diagne bat François Carpeau et le candidat Devèze, justement, aux élections législatives. Qu'est-ce qui explique cette victoire historique et que signifie-t-elle pour le rôle des familles métisses? Alors, ce groupe, on saura, va-t-elle disparaître après cette défaite? Qu'en est-il réellement? D'abord, avant Ngalandou. Oui. Pourquoi les jeunes Sénégalais? Les jeunes Sénégalais, ils ont formé leurs propres organisations, leurs propres associations, un regroupement des jeunes originaires dans une période où il y avait plus en plus qui ont suivi les études de français, des fois en même temps que les études coraniques. Mais ils ont étudié dans les écoles françaises et ils ont pris le droit d'exprimer le fait qu'eux aussi, ils sont des citoyens, ils ont le droit de pouvoir, de la représentation. Leur mot à dire, parce qu'ils sont citoyens maintenant, à part entière, comme tout le monde. Oui. Et 1916, Blaise Diagne. Oui. Et le Blaise Diagne. Pourquoi cette victoire? D'accord. Qu'est-ce qui explique cette victoire historique-là? D'accord. Donc, Ngalandou Diouf n'était pas le seul. Il y avait aussi Blaise Diagne, Lamine Gueye. Et Blaise Diagne, lui, il a pris une trajectoire où il a quitté le Sénégal pour aller en France, pour étudier en France, pour devenir inspecteur de douane. Et il était affecté partout dans l'Empire colonial, en Afrique, en Amérique centrale, dans la Caraïbe, en Afrique. Et lui, il a compris qu'ils peuvent avoir assez de... Il a eu un niveau qui était respecté par les Français et par les originaires en même temps. Absolument. Et les gens sénégalais qui a poussé Blaise Diagne en avance des autres candidats, François Carpeau dans cette élection-là, et le candidat du Devèze, en français qui était un candidat, mais qui se présentait pour la famille Devèze. Il a été battu. Oui. Et c'était dans ce moment-là où Justin Devèze avait trop de problèmes au niveau de l'administration et qu'il est décidé. Donc, la famille Devèze a eu une certaine faillite au niveau politique. En même temps, François Carpeau, qui était dans la position, il était dans la chambre des députés, même avant, il a gagné l'élection du député, les élections législatives 2 fois avant, je crois, si je ne me suis pas trompée. Et pour cette élection,
il a essayé de aller vers les chefs notables, religieux, traditionnels, mais en fin de compte, c'était Blaise Diagne qui a parlé plus clairement, le candidat le plus intéressant pour les originaires. Très bien, parce qu'il était déjà lébou, Oui. etc. Oui. Et avait déjà acquis une certaine autorité dans les milieux alors intellectuels et lettrés. Donc il était en tout cas tout à fait légitime. Et en même temps, il était encadré par les familles métisses. Très bien. Mais parmi d'ailleurs les familles influentes, on a oublié de parler des Diagne. Les Diagne aussi, je crois, faisaient partie des familles métisses les plus influentes au niveau de Gorée. Les Diagne. Les Diagne. Oui. De Gorée. Oui. Oui, on les parle. Oui. Parce que je crois quand même c'est un aspect aussi important parmi les familles métisses influentes de Gorée. Maintenant, quand on regarde un peu, très rapidement, parce que ça a été un peu l'intitulé de notre questionnement, en quoi l'étude du rôle, n'est-ce pas, des métis aide-t-elle à mieux comprendre les origines de la vie politique moderne du Sénégal? En quoi, n'est-ce pas, leur rôle alors, peut aider à comprendre davantage la vie politique moderne du Sénégal? Oui, ok. Oui, je pense que ces jeunes-là, soit à Gorée, à Saint-Louis, même eux qui sont installés à Rufisque ou d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, eux, ils ont formé une sorte de modèle, un plan, si on peut dire, d'une façon à organiser, à militer, à influencer le monde politique. Pas dans le sens que ce sont des gens parfaits, ce n'étaient pas les gens qui étaient sans scrutin, si vous voulez, ils n'étaient pas sans reproche. Sans reproche, voilà. Ils n'étaient pas sans reproche, mais en même temps, ils ont créé une sorte de plan à suivre en ce qui concerne la politique française, ou la politique dans les institutions électorales françaises. Absolument. Donc, ils ont tracé la voie. Voilà. Ils ont indiqué donc le chemin à suivre. Et c'est important à dire dans ce moment-là que Blaise Diagne, par exemple, il était très impliqué parmi toutes ces familles de Gorée et de Saint-Louis. Et à cause de ça, il a eu le bon conseil de certains d'entre eux. C'est peut-être quelque chose qu'on ne reconnaît pas dans la période de Blaise Diagne, quand il était à Paris et après. Mais c'est vrai que dans les lettres, il a toujours écrit à ses familles qu'est-ce que tu penses de celui ou cela? Moi, je crois qu'il faut que nous faisons celui ou cela. Absolument. Donc, je crois que Blaise, en quoi, en dépit de ce qu'on peut dire quand même, a mis fin au mythe. Au mythe de l'homme blanc et des métis. Donc, il a mis fin, n'est-ce pas, à leur hégémonie. Et à partir de là maintenant, la voie était indiquée plus tard pour que les autres puissent suivre, n'est-ce pas, l'exemple. Exactement. Et Senghor lui-même a reconnu leur rôle de ces familles ont joué dans cette période cruciale de la politique nationale, bien avant que la période de l'indépendance. Très bien. On disait tout à l'heure que l'historiographie locale peut-être n'a pas trop pris en compte le rôle de ces trucs-là. Ne pensez-vous pas que leur mémoire a été injustement oubliée dans le récit national, justement, ou simplement il s'agit simplement d'une méconnaissance de leur rôle? Qu'en est-il réellement? Je ne pense pas que ils étaient injustement oubliés. C'est plutôt une question de le fait qu'ils sont méconnus. Et que l'histoire a la tendance à continuer en avant. En allant. Oui. Et donc, il y a certaines périodes de l'histoire où il y avait certains rapports nécessaires, si on peut dire, certaines stratégies nécessaires. Il faut dire que par rapport de la population qui sont devenus ce qui est du Sénégal moderne. Parce que le Sénégal d'aujourd'hui, ce n'était pas le Sénégal du XVIIIe siècle. Absolument. Non? Le Sénégal d'aujourd'hui, c'est un pays vaste avec des populations variées, avec les langues variées. Et cette population, c'était
c'est un petit regroupement des jeunes parmi tous les Sénégalais, je veux dire. Absolument. Et donc, dans un certain sens, c'est pas du surprise qu'ils sont pas très bien connus pour le rôle qu'ils ont joué, au lieu de pour un stéréotype, pour une idée de ce qui est de ces familles. Absolument. Et je crois que peut-être le fait d'avoir été quelque part des privilégiés et perçus comme étant élite et proches aussi de l'administration coloniale, faisait que aussi, peut-être cela aussi les a un peu desservis. Oui. Et pour les familles comme la famille Devez, on comprend maintenant que l'administration coloniale, il ne voulait pas que ces gens-là continuaient dans leur rôle de pouvoir. Absolument. Donc ça, c'était fait exprès. Exprès. Et je crois que d'ailleurs, vous l'avez dit d'ailleurs, l'arrivée des Libano-Syriens, en tout cas, va beaucoup contribuer à fortement diminuer, j'allais dire, l'influence de ces trucs-là dans le cadre, n'est-ce pas, alors, n'est-ce pas, de la traite. Oui. Parce que ces intermédiaires aussi vont constituer une nouvelle classe qui va être un peu le tampon entre ces Français et, n'est-ce pas, les pays soumis. Exactement ça. Très bien. Comme une phase... Très bien, parce que je crois aussi que c'est à éclairer peut-être dans le temps. Le rôle des Libano-Syriens, n'est-ce pas, dans la conquête et surtout dans la mise en place, n'est-ce pas, de ce que j'allais appeler les mécanismes de domination économique. Oui. Ça, je crois que c'est important. Oui. Maintenant, votre mot de la fin, le temps est passé très vite. OK. Qu'est-ce que vous considérez que vous devrez peut-être dire avant qu'on ne se quitte? Tu m'as donné une opportunité à vraiment réfléchir sur ces questions où j'ai étudié, j'ai fait la recherche sur le terrain à un moment donné, mais avec qui je ne reviens pas tout le temps. Et donc, je suis très contente que j'ai eu l'opportunité de vraiment réfléchir sur ces questions. Comme un mot de fin, c'est souvent que nous voulons saisir l'histoire de notre position, de notre temps, de notre moment, au lieu de essayer de nous mettre dans une période de temps qui n'est pas le nôtre. Et c'est ça le travail d'un historien, de consulter la documentation, de parler avec les gens qui peut-être ont des souvenirs à aborder sur ces questions, de chercher au-delà d'une archive, une documentation officielle, pour mieux comprendre ce qui était autour de tous ces gens-là. Et souvent j'ai dans ma tête mes étudiants. C'est facile d'avoir une impression du passé en noir et blanc. Mais en fait, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de questions que nous ne pouvons pas répondre de notre temps, mais on peut essayer à comprendre la vie où ils ont vécu dans la période. On ne peut pas en quoi juger les faits actuellement de nos yeux d'aujourd'hui, de nos idées d'aujourd'hui. Oui. En tout cas, il faut tout contextualiser. Oui. Et que dire maintenant de vos anciens professeurs, avant ceux-là qui vous ont formé dans ce programme Kalamazoo? Ah oui, d'accord. Vous voulez savoir... Oui, vous avez cité tout à l'heure tantôt les Soni Faye, les Foy Bader, et Boubacar Baré et autres. Là, quand ils vous verront aujourd'hui aborder ces questions-là... Je n'ose pas dire à quel âge j'avais quand j'ai commencé au Sénégal, mais j'étais juste au début de mes études et j'ai eu une sens qu'il y avait quelque chose à mieux connaître en ce qui concerne l'Afrique. J'ai grandi dans la ville de Détroit, au Michigan. J'ai étudié au lycée avec une prof de lycée qui m'a donné le devoir de faire la recherche sur une partie du monde francophone qui n'est pas de la France. Et j'ai choisi le Sénégal, par hasard, et négritude. Et donc, j'ai eu cette connaissance, mais je n'ai pas eu une
approfondissement de ce qui était du Sénégal et l'histoire du Sénégal à ce moment-là. Et quand j'ai inscrit dans les cours d'histoire à UCAD, j'avais peur parce que j'étais dans une université qui n'était pas la mienne, avec une langue d'instruction qui n'était pas la mienne. Et ce que j'ai trouvé et que les professeurs que j'ai rencontrés m'a pris comme ça et ils ont dit « Ah, nous avons quelque chose à te exprimer ». C'est juste bref. Je voulais dire que sans la tutelle de le professeur Boubacar Bari, je n'aurais pas compris le grand espace de la Sénégambie, la grande Sénégambie, c'est-à-dire les liens entre cet espace globalement dit, mais aussi le royaume de Wallo et cette région dans l'histoire de Saint-Louis du Sénégal. J'ai eu l'opportunité de concentrer sur le Saint-Louis du Sénégal dans ce livre dont nous avons parlé, mais c'était à cause de le royaume de Wallo que je voulais mieux comprendre le Saint-Louis du Sénégal. Et pour les autres professeurs, ils m'ont aidé à vraiment avoir une curiosité en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique. Très bien. Une curiosité, c'est cette même curiosité qui nous a poussé à vouloir vous rencontrer, parce que tout de même, parler des métis du Sénégal, qui fait partie de notre histoire, il fallait quand même un spécialiste pour le faire. Donc ça a été un grand plaisir de rencontrer Hilary Jones, qui promet de revenir plus amplement sur les métis, les signares et autres créoles, pour encore éclairer notre lanterne sur ces catégories-là, historiques, précises, parce que souvent il y a trop de confusion autour de celles-ci. Chers téléspectateurs, ça a été un grand moment donc, passé avec Madame Hilary Jones. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci. Merci.